Pour tous ceux qui, comme moi, ont grandi dans les années 90 ou avant, vous avez connu des vrais jeux durs. Des jeux qui, pour certains, pouvaient se terminer juste avec un gros tryhard, mais qui, pour d'autres, nécessitaient soit de tricher, soit une grosse dose de chance, et dans tous les cas, c'était même pas la peine d'espérer les finir si tu n'avais pas accès aux solutions d'internet. C'est le cas, par exemple, de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, un jeu non seulement dur, mais qui n'avait aucune pitié pour les gens honnêtes qui ne voulaient pas s'acheter une action replay. En fait, c'est simple, ce jeu misait sur la force brute en priorité, et celui qui avait les cartes les plus fortes gagner le duel. Alors certes, tu pouvais combiner des cartes faibles pour obtenir un monstre fort, mais à partir d'un certain point dans le jeu, ça devenait clairement insuffisant, et si t'avais pas accès aux astuces de jeuxvideo.com, t'étais foutu. Les amis, bienvenue à la Kame House, l'endroit où on vient se détendre en évoquant les souvenirs de notre enfance. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu que je n'ai pas réussi à finir en étant enfant, un jeu qui, bien que très dur, va te procurer un énorme sentiment de nostalgie, et surtout un jeu qui te donnait un énorme sentiment de satisfaction quand t'arrivais enfin à en venir à bout. En fait, c'est assez difficile à expliquer, mais ce jeu, il peut pas te laisser indifférent. Et d'ailleurs, que tu aimes ou pas Yu-Gi-Oh, ici, c'est pas vraiment le problème. En effet, les règles sont complètement différentes des règles du jeu actuel, et s'apparentent un petit peu plus aux règles qu'on pouvait avoir au tout début de l'anime Yu-Gi-Oh! Je sais pas si tu te rappelles, mais à cette époque, on pouvait invoquer tous les gros monstres de notre jeu sans aucun sacrifice, et en gros, c'était la loi du plus fort qui régnait, quoi. Dans Forbidden Memories, c'est exactement le même principe. Ici, c'est très simple. Si ton adversaire a une carte qui est plus forte que tout ton deck, t'as perdu. Et la seule stratégie pour gagner, c'est d'être plus fort que ton adversaire et d'avoir des meilleures cartes que lui. Alors bien sûr, tu pouvais quand même utiliser des cartes magie et des cartes pièges pour rééquilibrer un petit peu le jeu, mais en fait le problème c'est que tu pouvais jouer qu'une carte par tour. Donc si par exemple tu utilisais une carte magie pour détruire les monstres de ton adversaire, au tour suivant il pouvait réinvoquer un monstre surpuissant et te défoncer. Et vous savez, quand j'ai vraiment compris que ce jeu allait être super dur, au tout début en fait, parce que dès le début on te fout devant Aishin, un adversaire imbattable qui a que des monstres à plus de 3000 d'attaque, alors que toi t'as des monstres à 400. Bon alors heureusement, ce combat t'es censé le perdre pour pouvoir avancer dans l'histoire, mais à la fin du jeu tu dois bel et bien réaffronter Aishin, et cette fois tu dois gagner. Et même sans parler d'Aishin, avant lui t'as toute une panoplie de boss qui sont juste impossibles à battre. Alors autant on peut reprocher à ce jeu sa difficulté juste délirante, autant je trouve que son histoire qui se déroule à deux époques est super cool. Quand tu commences le jeu, tu contrôles Athème, le pharaon dans une époque qui se déroule 5000 ans en arrière en Égypte, comme dans le manga. Rapidement, tu vas faire la connaissance de ton sujet le plus fidèle, Simon Muran, qui va te donner le puzzle du Millennium en te disant de le protéger. En effet, Aishin va chercher à s'en emparer ainsi que les 6 autres objets du Millennium pour pouvoir libérer Nightmare, l'être maléfique suprême. Et d'ailleurs, si vous avez vu l'anime Yu-Gi-Oh complètement, et notamment la dernière saison qui se passe en Égypte antique, tu sais qu'il y a quand même un parallèle qui se fait avec Bakura, qui lui aussi va chercher à collecter les objets du Millennium pour pouvoir libérer Zork l'Obscur. Du coup, après avoir fait le premier duel avec Aishin et avoir perdu lamentablement, Simon Muran va nous inciter à briser le puzzle pour qu'il ne tombe pas entre ses mains. Ce faisant, tu vas sceller l'esprit du pharaon et de Simon dans le puzzle pendant 5 millénaires, ce qui du coup nous amène dans le présent, avec comme dans le manga Yugi, qui va reconstituer le puzzle, réveillant l'esprit du pharaon, qui va lui demander de collecter à nouveau les 7 objets du Millennium pour lui permettre de retourner dans son époque et de battre Aishin. Du coup, on contrôle à présent Yugi, qui doit remporter le tournoi de Seto Kaiba pour pouvoir collecter les 7 objets du Millennium, en faisant face d'abord à Rex Raptor, Insectoraga, My Valentine, Bandicate, Shadi, Bakura, Pegasus, Isis et enfin Seto lui-même. Et vous savez, vraiment, j'adore l'ambiance que ce jeu propose. En fait, le jeu est super bien fait parce que peu importe l'époque dans laquelle tu te trouves, tu vas le savoir instantanément et va y avoir une ambiance propre à chaque époque. Par exemple, quand on est en Égypte, on va ressentir le danger et surtout, on va sentir la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Par contre, quand tu te trouves dans le présent à l'époque de Yugi, l'ambiance est beaucoup plus chill, beaucoup plus décontractée. Tu vois qu'il y a des décors et des personnages beaucoup plus modernes et quelque part, tu vas pas avoir envie de retourner dans le passé parce que tu as une ambiance ici qui, contrairement à l'autre ambiance, est très rassurante. Du coup, après avoir collecté les objets du Millennium, on va revenir à l'époque du pharaon où on va rencontrer Seto qui semble avoir changé de camp et qui va nous demander de réunir les objets du Millennium pour pouvoir vaincre Aishin. Objets qui sont maintenant détenus par les 5 mages et les 5 archimages qui vont direct commencer à te montrer leur qu'il est avec des decks beaucoup plus puissants que tous les decks que tu as rencontrés jusque-là. Et en plus, comble du comble, ils vont se battre sur un terrain qui va leur donner l'avantage en boostant leurs monstres et en leur donnant 500 points d'attaque et de défense supplémentaires. Après les avoir battus et récupérer les objets, on part affronter ce qui va être ton pire cauchemar dans le jeu, les 6 derniers boss, tous plus puissants les uns que les autres, que les fans ont même renommé le Final Six tellement ils étaient puissants. Ce
Ce passage, c'est simple, tu ne peux pas le passer avec la simple chance. Et pour s'en assurer, les développeurs t'ont foutu 6 boss qui vont être de plus en plus puissants, avec des decks qui sont juste complètement cheatés et que tu vas devoir battre d'une traite sans sauvegarder une seule fois entre les 6. Du coup, si tu arrives à passer 2, 3, voire même 4 combats et que tu perds le 5e, ben c'est foutu, tu dois reset et recommencer depuis le premier. A noter aussi que le Final 6 pouvait devenir le Final 7 si à un certain moment de l'histoire tu oubliais d'aller affronter Seto. À ce moment-là, au lieu de te taper 6 boss, tu devais t'en taper 7 avec le gardien du labyrinthe, et comble du comble, si tu te trompais de passage dans l'ordre du labyrinthe, ben tu allais le réaffronter à l'infini jusqu'à trouver la sortie. Le Final 6 se compose du gardien Sebek et de son frère Neku, qui possèdent des monstres à plus de 3000 points d'attaque, comme par exemple le Metal Zoa ou le Crâne Chevalier. Ensuite, tu vas affronter Aishin 2, qui a le gardien de la porte à 3750 points d'attaque, et le dragon météore noir à 3500 qui va juste te faire des cauchemars. Après ça, tu as un des pires, si ce n'est le pire boss du jeu, avec Seto 3, qui va posséder 3 exemplaires de l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, la carte la plus puissante du jeu à 4500 d'attaque. Si par miracle tu arrives à le battre quand même, tu affrontes Dark Knight, bizarrement un petit peu moins fort que Seto, mais ensuite il va évoluer en Nightmare, qui lui aussi possède l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. A noter aussi que contrairement à ce que tu pourrais penser, les derniers boss n'ont pas comme toi 5 cartes à disposition dans la main, mais ils vont en avoir 20 d'un coup, à savoir la moitié du deck, ce qui veut dire qu'il y a de très fortes chances, si tu affrontes par exemple Seto 3, que dès le début du jeu, il va avoir à disposition son ultime dragon blanc aux yeux bleus, qui est la carte la plus puissante. Donc ça déjà, ça peut te paraître délirant, mais c'est pas fini, parce que pour continuer le déséquilibre complètement fou de ce jeu, les derniers boss vont pouvoir voir les cartes que tu poses face cachée dans le jeu, et du coup, éviter d'attaquer si tu as posé un monstre surpuissant en étant sûr de les battre, ou encore si tu as posé un piège qui allait détruire leur monstre. Il y a aussi certaines règles qui s'appliquaient à toi, mais qui ne s'appliquaient pas du tout au boss, comme par exemple le fait de ne pouvoir avoir la même carte que 3 fois dans ton deck. Ça, les boss, ils s'en contrefoutent et ils peuvent avoir autant d'exemplaires d'une carte qu'ils veulent dans leur deck. Sans exagérer, je crois que j'ai jamais connu un système qui poussait autant la difficulté à l'extrême et faisait tout en fait pour que tu ne finisses jamais le jeu. Déjà, lorsqu'on va te donner le deck de base, tu as une chance sur 3 d'avoir un deck éclaté au sol, une chance sur 3 d'avoir un deck juste normal, et une chance sur 3 dès le départ d'avoir des cartes super puissantes, comme par exemple le Raikiri, qui pouvait détruire tous les monstres de l'adversaire sans pour autant détruire les tiens. Donc en gros, une des astuces consistait à reset la console tant que tu n'avais pas eu le bon deck de départ, parce que si déjà à la base tu partais avec un deck mauvais, bah tu avais quasiment aucune chance de gagner par la suite. Plus tard, pour pouvoir obtenir une carte forte, tu avais deux solutions possibles, soit tu allais affronter des boss, parce que chaque combat te donnait accès à une carte à la fin du duel, ou soit tu pouvais aller dans la boutique, rentrer le code de la carte que tu voulais et l'acheter avec les étoiles que tu allais gagner dans les duels. Alors sur le papier, ce système il est juste génial. Dans les faits, quand tu vois que pour avoir une carte puissante, il fallait genre 100 000 étoiles, 100 000 étoiles, et que toi, par combat contre les boss, tu allais pouvoir en gagner 5 au grand maximum, tu fais le calcul dans ta tête et tu réalises qu'en fait, pour avoir une seule carte, il fallait faire 20 000 combats. 20 000 fucking combats. Je sais pas si tu te rends compte, mais même moi qui suis un gros tryharder, j'avais genre 2000 étoiles à la fin du jeu. 100 000 étoiles, à moins de passer ta vie dans le jeu, c'est juste impossible. Donc à ce moment-là, comment tu peux dire que ce jeu n'incitait pas les gens à tricher? Alors moi, j'ai toujours préféré être honnête et gagner mes cartes à la sueur de mon front, mais par contre, pour ce jeu, j'ai toujours compris les gens qui trichaient et achetaient une action replay. Alors par contre, j'ai quand même réussi à finir le jeu une fois arrivé adulte, parce que déjà j'avais accès aux solus d'internet, chose que je n'avais pas quand j'étais petit. Par exemple, il y avait un boss, le mage de la prairie, qui était pas si fort que ça, que tu pouvais battre assez facilement et qui, on ne sait pas pourquoi, te lâchait des cartes absolument banger. Et parmi ces cartes, tu avais genre une chance sur 100 qu'il te lâche le dragon météore noir, la troisième carte la plus puissante du jeu avec 3500 d'attaque. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, après genre 200 combats contre lui, il m'avait enfin lâché cette foutue carte. Je l'ai vu, j'ai bugué devant mon écran et comme un abruti, j'ai reset la console en oubliant de sauvegarder. Clairement, je crois que ça fait partie des top 3 des moments de ma vie où je me suis le plus détesté. T'avais aussi une astuce qui consistait à utiliser 3 memory cards pour pouvoir dupliquer les exemplaires d'une même carte que tu avais obtenue. Par exemple, si tu obtenais le dragon météore noir dont je t'ai parlé juste avant, tu pouvais utiliser cette astuce pour avoir 3 dragons météore noirs dans ton deck. Tu pouvais aussi utiliser cette astuce pour multiplier les cartes puissantes que tu pouvais avoir si tu avais le bon deck de départ, comme par exemple le Raikiri comme je t'ai évoqué tout à l'heure. En gros, c'est plus ou moins ta seule chance de pouvoir finir le jeu. Enfin, pas vraiment, parce que si tu regardes la méthode des speedrunners, tu pouvais aussi finir le jeu avec le dragon du tonnerre à 2 têtes, un monstre à 2800 points d'attaque que tu allais pouvoir booster avec quelques magies d'équipement. Donc oui, c'est une astuce qui peut marcher, mais c'est une astuce qui repose énormément sur la chance, et pour le Final 6, en fait, t'as juste pas le droit à l'erreur.
Alors comme je te l'ai dit, les règles ici sont un petit peu particulières et elles vont un petit peu ressembler aux pseudo-règles qu'on avait au début de l'animé. Le jeu commence en te faisant piocher 5 cartes et comme dans les vraies règles, tu commences avec 8000 points de vie et tu vas perdre soit s'il tombe à 0 ou soit si tu ne peux plus piocher de cartes. Alors par contre, chose originale dans ce jeu, tu pouvais fusionner tes cartes faibles pour obtenir des monstres beaucoup plus puissants. Et d'ailleurs ce qui est marrant avec ce jeu, c'est qu'on avait tous notre monstre fétiche qu'on invoquait par les fusions. Comme je te l'ai dit, par exemple, tu avais le dragon à 2 têtes, à 2800 d'attaque, mais t'en avais aussi beaucoup d'autres, comme par exemple Uchioni ou encore la sorcière du sable, que personnellement j'ai poncé comme un porc, mais malgré tout, malgré tous les équipements que j'ai pu lui mettre, n'a jamais réussi à passer le Final 6. Comme je te l'ai dit aussi, tu as certains adversaires qui vont avoir un terrain qui est favorable à leur monstre, mais par contre, tu pouvais toi aussi changer le terrain si tu avais la carte adaptée pour pouvoir réduire l'attaque de leur monstre et augmenter la puissance des tiens. Ce qui était marrant dans ce jeu aussi, c'est que tu pouvais bluffer ton adversaire en posant des cartes face verso en mode attaque, en espérant soit qu'il attaque pas si tu avais posé un monstre éclaté au sol, ou soit qu'il attaque si tu avais placé un gros monstre pour qu'il puisse se retrouver sans défense au tour suivant. Astuce aussi intéressante dans ce jeu, les cartes avaient un type, et comme dans Pokémon, chaque type allait être puissant contre un autre type de carte et allait être faible contre un autre type. Si tu avais le bon type, tu pouvais prendre un bonus de puissance de 500 points, et si par contre tu avais le mauvais, tu perdais 500 points. En battant un ennemi, tu vas obtenir une note allant de 1 à 5 étoiles en fonction de la rapidité et de la facilité avec laquelle tu l'as battu. Par exemple, si tu bats ton adversaire très facilement et très rapidement, tu vas avoir le rang S avec 5 étoiles et l'adversaire va te donner une carte qui en général était très puissante. Alors par contre, si tu avais galéré comme un porc à affronter ton adversaire, tu n'allais avoir qu'une étoile et du coup tu allais te retrouver avec une carte éclatée au sol. Le jeu te classait aussi soit dans la catégorie Power, si tu étais un gros bourrin qui misait tout sur la force brute, soit dans la catégorie technique, si tu étais quelqu'un qui misait beaucoup sur les cartes magie et pièges ou qui attendait que ton adversaire n'ait plus de cartes pour pouvoir piocher. Dans ces cas-là, avoir 5 étoiles en S-Tech te permettait de débloquer des cartes magie et pièges qui pouvaient être très puissantes, mais par contre ça prenait un temps qui était juste colossal et très souvent l'adversaire te lâchait quand même une carte merdique. Plus tu avances dans le jeu et plus tu vas affronter des personnages qui vont être de plus en plus forts, notamment Pegasus qui était le premier personnage à pouvoir voir tes cartes que tu posais face verso, ou encore un Sectoraga qui possédait la grosse mythe dans son jeu et qui allait te faire prier pour qu'il ne la sorte pas. Du coup, tu l'auras compris, sans tricher, ce jeu est juste quasi impossible à finir. Si tu arrives à passer les 3 premiers boss du Final 6, Seto va te trahir et va finalement changer de camp encore une fois et donner les 7 objets du Millennium à Aishin qui va ressusciter le mal incarné. Si tu arrives à le battre une première fois, il va évoluer dans une deuxième forme qui va être la forme finale du boss, le dernier boss avant de finir le jeu. Et si tu arrivais enfin à le battre, le pharaon allait le sceller définitivement, te permettant de recommencer le jeu, mais cette fois avec ton deck surpuissant et du coup de prendre ta revanche contre Aishin au tout début du jeu et de lui botter les fesses. Ce qui est cool aussi, c'est que recommencer le jeu va te permettre d'affronter des personnages que tu avais skip lors du premier passage et du coup de vraiment finir le jeu à 100%. En résumé, ce jeu était de très loin un des plus durs de tous les jeux qu'on a pu tester dans notre enfance, et sans exagérer, à moins d'être un speedrunner et d'avoir extrêmement de chance, tu ne vas pas pouvoir finir ce jeu à moins d'y passer des dizaines d'heures pour pouvoir collecter les meilleures cartes. Et je pense que c'était pas nécessaire de faire enchaîner 6 adversaires d'un coup sans pouvoir sauvegarder, mais que tous les 2 combats, ça aurait été bien qu'on puisse avoir un point de sauvegarde. Je me rappelle aussi de certaines rumeurs qui disaient qu'en battant des milliers de fois certains boss, on pouvait obtenir les meilleures cartes du jeu, mais en fait c'était complètement faux. Comme par exemple, tu avais des rumeurs qui disaient qu'en battant Seto 3 des centaines de fois, tu allais obtenir l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, qui était la carte la plus puissante du jeu, mais en fait, si tu n'avais pas une version très spécifique du jeu qui était japonaise, bah ces cartes, elles étaient tout simplement pas disponibles. Et à mon avis, quand même, ce système, bah il est bâtard, parce que du coup, si comme moi, t'étais honnête et que tu voulais pas tricher, bah tu ne pouvais jamais obtenir les cartes les plus puissantes du jeu, et tu devais te débrouiller en fait avec le dragon météore noir et le booster comme tu pouvais avec des cartes magie. Bon par contre, quand même, je trouve que ce jeu est relativement bon, parce qu'il va te plonger dans son atmosphère, il a une bonne histoire qui est bien racontée, et il proposait de très bonnes choses, comme par exemple la possibilité de voir les combats de monstres qui étaient animés en 3D, et qui pour la PS1 étaient quand même pas dégueu. Alors par contre, le jeu est quand même beaucoup trop dur, et c'est vraiment dommage et frustrant que tu ne puisses pas acheter certaines cartes dans la boutique, parce que qu'on se le dise, 100 000 étoiles, c'était juste pas possible. Mais quand même, je dois bien remercier Konami, qui m'a fait passer des dizaines d'heures dans ce jeu, autant en me faisant péter des câbles qu'exploser de joie. Et bien sûr, je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et qu'elle vous a rappelé plein de souvenirs. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, pensez à la liker et surtout à vous abonner les amis et à activer la cloche des notifications. Nouvelle vidéo tous les vendredis à 18 h. Je vous aime, prenez soin de vous.